Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va présenter Varnish, la conception de Varnish. Est-ce que vous connaissez Varnish ou non? Non. Vous connaissez Varnish? Non. Vous connaissez Varnish? Allez, super. Pas du tout. On n'en a jamais entendu parler. Ouais. Super. Même le plan, On est venu par erreur. Ok. Alors, pour commencer le Varnish, je vais commencer par un peu introduire c'est quoi, pourquoi on utilise Varnish, c'est quoi le problème exactement. Quelles sont les techniques utilisées pour résoudre ces problèmes qu'on voit dans les applications mobiles, les applications web et toutes les applications qui utilisent des web services finalement. C'est quoi le concept de cache? Ça sert à quoi? Et qu'est-ce qu'un cache serveur réellement? Et finalement on va finir par là. Varnish, c'est quoi? Comment l'installer? Et une petite machine à l'état pour expliquer franchement comment Varnish fonctionne et comment elle traite les requêtes et les requests. Une fichier de congrégation, comment on congrue, et finalement, je vais parler sur les SI. Ça, on va voir à la fin. C'est quoi le problème? Donc, aujourd'hui, on a un client qui va taper sur un serveur web pour avoir des données. Ça, c'est trop simple, pas de problème, pas de souci. Mais imaginons qu'on a pas un client, mais un milliard de clients à la fois. Ça, c'est pas bon. On a un serveur qui commence à être lent, pas mal de problèmes, le serveur ne répond pas, il faut trouver une solution. C'est ça, franchement, ce qu'on appelle les sites à fort trafic. Comme par exemple les sites de e-commerce, Amazon ou Carrefour ou Claire, tout ça. Donc pas mal de problèmes comme ça. Et franchement, il faut trouver une solution pour réduire le coût de l'infrastructure surtout, et trouver un compromis entre activer la performance et diminuer le coût. Alors, pour résoudre ces problèmes-là, on peut dire qu'il a à peu près 4. Les 4 points, on peut jouer avec. Soit on optimise le code, soit peut-être que notre code c'est un code de merde, il est tout pourri, j'en sais pas, des SQL partout, des trucs à la con. Peut-être qu'il faut voir le code. Peut-être qu'il faut louer des ressources. J'en sais pas, on n'a pas trop de ressources. On a une machine de 500 kilobytes de RAM ou quelque chose comme ça. Franchement, il faut augmenter. Soit on peut faire plusieurs serveurs avec un load balancer et tout ça. Soit on peut utiliser le cache. C'est ça vraiment le concept. C'est quoi le cache? Le cache, on peut le trouver partout. On l'utilise lorsqu'on utilise lorsqu'on fait notre carte bancaire. On l'utilise lorsqu'on mémorise quelque chose sur un petit pot de papier, même dans nos processeurs. Il est partout. Le cache, c'est le fait de prendre un sous-ensemble d'un grand ensemble qui peut avoir un accès plus rapide que l'original. Je sais pas compris. Attends. Le cache, faire cacher des trucs. Faire cacher des Non, mais trucs. je suis. Cacher des trucs. Même notre serveur et même notre cerveau utilisent le même truc. Pour faire cacher le truc, on prend un grand ensemble, on appelle un grand truc. Et on prend un petit sous-ensemble qui nous permet de faire un accès plus rapide que le grand ensemble. Et comme ça, c'est vrai qu'on va perdre pas mal d'avantages, parce qu'on n'a pas vraiment la version originale, mais on gagne en performance. Toi, quand tu vas chez Monop et que tu veux des tomates, les tomates elles sont dans une chambre froide qui est derrière le magasin. Donc c'est quand même assez pénible d'aller jusqu'à la chambre froide pour chercher les tomates. Donc c'est là où sont stockées toutes les tomates. Il y a 20 caisses de tomates. Et donc que fait le magasin? Il te met à disposition 2 caisses pour que tu aies un accès plus rapide. Et quand on n'a plus, on recharge. Tu vois, c'est comme ça que je comprends. C'est ça. Exactement le principe. Parce que sur la notion de cache, dans le monde de base de données, c'est défini autrement. C'est pour ça que Même dans la base de données, on a la même chose. Même chose. En fait, on a plusieurs couches dans la base de données, où chaque couche a un accès plus rapide que l'autre couche.
Et à chaque fois, on essaie de prendre. Et chaque couche, elle est plus petite que l'autre. Imagine, la couche la plus proche du client, elle est plus petite que la couche elle est proche de la donnée. À chaque fois, quand on stocke le cache, oui, c'est ça. Il y a deux manières pour imaginer un cache. Soit on stocke les données, enfin, la finalité, ce qu'on veut avoir, soit on stocke la manière, la méthode. Mais finalement, tu vas avoir que des data. Finalement, Ouais, ce que tu veux, c'est le data. Et imaginons par exemple, en Oracle, tu stockes une requête peut-être qui va te faire des jointures. Tu parles des vues là. Voilà. En fait, les vues, c'est un peu comme ça, mais c'est du stock, c'est créer un ensemble, une exécution virtuelle de cette requête. T'as compris. Alors, dans les applications web, on a trois types de cache. Je sais pas ce que vous connaissez ou non. Il y a le stockage côté client en browser, en navigateur. Il y a les caches applicatifs, où on parle de caches Hibernate, c'est ça. Ouais. Les caches de côté base de données, Redis, tout ça sont des serveurs de cache qu'on peut utiliser. Ouais. Et on a ce qu'on appelle les serveurs de cache, qui sont à l'intermédiaire entre le client et le serveur. Et ça, qu'est-ce qu'ils font exactement? Imaginons qu'on a un client qui va taper sur un mail qui s'appelle test. Et le test, il y a un traitement derrière. Imaginons que le traitement ne change pas. Donc c'est toujours le même traitement. Tu fais un check dans la donnée pour trouver un référentiel, un truc comme ça, et tu reviens le résultat. Ça sera plutôt plus sympa si, au lieu de faire tous ces traitements-là, d'enregistrer directement une réponse dans un sorte de fichier ou sorte de manuel, et à chaque fois, si le résultat est le même, ou c'est le même URL, on récupère directement ce qu'on avait, sans passer par tous ces traitements et tous ces trucs-là. Tu vois? Et c'est vraiment, premièrement, ça va maximiser minimiser le temps de réponse, parce que là, avant, c'était du traitement traitement dans le serveur, maintenant, comme c'est des fichiers statiques. Et tu vas alléger un peu le bon passant. Moins de trafic. Moins de trafic, exactement ça. Donc, tu n'as pas besoin d'un serveur puissant pour faire des trucs comme ça. Tu as besoin d'un puissance, tu veux gagner en puissance. Alors, côté mémoire, tu vas utiliser plus de mémoire, c'est normal. Et c'est comme ça que le cache serveur marche. Si on veut faire un petit analogie qu'on va faire, imagine qu'on a un request. Si notre requête existe déjà, au lieu de passer par le backend, on va juste retourner ce qu'on a enregistré dans le cache. Sinon, on va appeler le backend. Et côté réponse, lorsqu'on reçoit les réponses, au lieu de passer directement ça au client, on va tout simplement cacher. It can be cached, ça c'est pour dire peut-être qu'il y a des liens qu'il ne faut pas cacher. On ne sait pas, par exemple, le login et tout ça, on ne peut pas le cacher. Et là, on va envoyer on va storer, on va enregistrer ce qui est envoyé. Et comme ça, le deuxième parcours, on va automatiquement envoyer directement ce qui est stocké, sans passer par le backend. C'est un peu comme ça comment fonctionne le fameux Varnish, qui est là. Varnish. À la base, Varnish, c'est un reverse proxy. Je ne sais pas ce que vous connaissez que ça veut dire un reverse proxy. Proxy côté serveur. Oui. Parce qu'il y a le proxy côté client. Le cache côté client s'appelle proxy. Et ça, c'est le côté serveur. C'est rien à voir avec cache. Le cache proxy, ça concerne juste on va dire un réseau interne. On parle d'un reverse HTTP proxy. Reverse proxy, c'est côté serveur. Oui, et ça veut dire quoi? C'est quoi la différence entre un proxy et un reverse proxy? Vous le connaissez, non? Proxy, on peut cacher que des données c'est rien à voir avec cache. En fait, un proxy, quand vous utilisez un proxy dans votre système ou dans votre navigateur, c'est un outil de faire passer ton environnement local en dehors de l'environnement local, vers un système plus grand. Donc c'est de local vers l'extérieur. Ça, c'est le proxy. Un reverse proxy, c'est exactement l'inverse. Donc tu es à l'extérieur, tu veux entrer. C'est le reverse proxy qui permet de faire ça. En reverse proxy, il y a le Apache, c'est un reverse proxy. Nginx, c'est un reverse proxy. Tomcat, c'est un reverse proxy.
tous les serveurs web sont des reverse proxy. Donc à la base, c'est un reverse proxy. Donc essentiellement utilisé comme un HTTP accélérateur, bon c'est accélère les HTTP et le web. Varnish enregistre, cache les fichiers ou les fragments, parce que peut-être on a un fichier, parfois c'est des fragments de données qui on va être cachés dans la mémoire. Et là, c'est mémoire, on peut être soit le RAM, soit le disque dur. Ça dépend comment tu gères et comment tu veux vraiment cacher le système. Ça dépend du système que tu veux prendre. Pour réduire la consommation de la base de données, des requêtes déjà exécutées. À part ça, elle peut être franchement comme un Web Application Firewall, pour les problèmes de sécurité. Il peut vraiment défendre contre les attaques des DOS. Il peut être un load balancer. Il offre pas mal d'options, mais la plupart des options sont surtout dans Varnish Plus qui a la partie payante. Alors, comment je peux l'installer? Juste avant de passer, tu peux donner un exemple des proxys. Proxy. Là, tout à l'heure, tu as parlé de reverse proxy. Oui. Donc, Varnish, c'est un reverse proxy. Oui. Tu peux en donner un exemple des proxys. Des proxys, bon, je ne sais pas, j'ai jamais utilisé, franchement. Cache proxy. Cache proxy? C'est quoi déjà ça? Parce que toi, tout à l'heure, tu as parlé de reverse proxy et Oui. proxy. Oui, il y a des proxys. Tu as dit la différence entre les deux, je n'ai pas compris qu'est-ce que tu as dit. Ah, ok. Qu'est-ce que t'as dit exactement? En fait, tout simplement, tu sais, dans nos environnements, surtout dans les entreprises avec des sociétés, je ne sais pas quoi, tu utilises un proxy pour sortir sur l'Internet. C'est ça. En fait, les proxys, c'est l'outil de faire sortir de l'environnement, ce qu'on appelle interne ou local, vers l'environnement qui est plus grand. Soit un intranet, soit Internet, soit un WAN, etc. Le reverse, c'est exactement l'inverse. Donc tu es dans un environnement extérieur de la machine, ou extérieur du compagnie, tout ça. Tu utilises un reverse proxy, c'est lui qui va à côté, il va retransmettre la requête de l'extérieur vers l'intérieur. C'est comme Apache par exemple. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une requête qui est à l'extérieur, donc il écoute sur un port spécifique et c'est lui qui redirige vers les applications dans la machine. C'est exactement ça. Bon, les outils de proxy, bah, j'en sais pas, peut-être qu'il y a des outils IBM, je pense, qui fait ça. Plein d'outils. Même le LDAP de Windows Server peut le faire. C'est juste un Active Directory pour faire le proxy. Bon, comment l'installer? Ok, c'est trop simple d'installer, franchement, c'est pas trop compliqué, à moins que vous vouliez faire une configuration un peu complexe. Bah, il faut juste faire un petit curl là, pour récupérer le key et mettre ça dans le repo. Et ajouter le repo de Varnish. Ici j'ai mis Varnish 4 et aujourd'hui il est le Varnish 6. C'est la dernière version. Une fois tout est bon, tu fais juste un petit apt-get install et un KBAPI pour avoir tout le truc. Et après, le plus ancien, c'est modifier le fichier Varnish. C'est un fichier de config où tu spécifies comment les démons vont être instanciés. Par exemple ici, je veux dire que j'écoute sur le port 8080. Ça c'est pour le console admin. C'est où tu veux avoir les consoles admin, le 60, 60 92 par exemple. Ici c'est le fichier Varnish, c'est le plus important aussi. Comment on va traiter les requêtes. Ça c'est ici toutes les configurations qui dépendent de requêtes et response, comment tu vas faire. Ça c'est le secret pour permettre de connexion en SSH. Tu as un système de sécurité, tu peux faire ça ici. Et ici c'est le taille par défaut de cache, les fichiers cachés. Et une fois que tu redémarres le service et ça marche. Et pas magique. On a une version Comment pour ça? Excuse-moi. Docker. On a une version Docker. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, Docker, elle est partout. Voilà, tu peux faire ce que tu veux. Si je tu dis imagines ça, Docker, parce qu'on considère qu'on est dans un environnement clusterisé, qu'on a peut-être des microservices qui tournent. tout simplement pour Docker, tu as une image déjà tout près, Varnish, tu l'installes, et c'est bon. Juste avec l'image Varnish, normalement, tu auras ce qu'on appelle les VCL, celui-là, qui est à l'extérieur. Tu modifies ce que tu veux. Ouais, tu fais soit si tu as un Docker Compose, tu fais un Docker Compose app. Sinon, tu exécutes la machine. Mais c'est très simple à faire. Surtout avec Docker, franchement, c'est. Et tu le mets au niveau de sur tous les conteneurs ou au-delà, enfin au-dessus? Non, c'est un serveur à part. Si c'est Docker, tu mets ça. C'est un serveur d'Apache. Tout clean. Donc c'est comme si un Apache à part. Hein. Voilà. Okay. Là. En fait, Varnish se prend en premier temps. Imagine, tu as une requête. Le premier serveur qui va intercepter la requête, c'est Varnish. Après, c'est lui qui va soit transmettre ça à Apache, soit
à transposer ça au client. Ça dépend si tu as une version payée, parce que normalement, la version payée, tu as plus d'options. Surtout parce que cette version-là, tu n'as pas le droit d'utiliser les extensions PHP, le FM, tout ça. Tu vois, les extensions Java. Tu peux pas franchement interpréter le code qui vient après. C'est pour ça que tu as besoin de passer par un autre serveur web pour qu'il traite pour lancer le processus qui est en derrière. D'accord. Mais c'est lui le premier truc qu'il va exécuter. En plus, celui qui traite, ça veut dire à la base, il traite ce qu'on appelle les réponses, les requêtes dans la forme brute. Pour lui, ce qui compte, c'est la forme brute. Tu t'en fous. Ce qui est en arrière, je m'en fous. Moi, je prends un request, je donne un response, c'est tout. Et lui, il cache les deux. Alors, ça, c'est le plus important. Franchement, si vous voulez travailler avec Varnish, vous avez besoin de ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une machine à état. Une machine. Je pense que c'est possible. Je sais pas comment faire. Ah, c'est pas grave. C'est visible, non? Moi, je vais détailler un petit peu. Donc, pour commencer, c'est très simple. On a un request. Dans un request, chaque état ici, c'est une fonction. C'est une fonction bien définie dans le fichier VLC. Je vais l'exposer après. Donc, tu as un request. La request, elle passe par une fonction qui s'appelle VCL Receive. C'est là, elle va chercher est-ce que cette requête, est-ce qu'elle existe dans le système de cache ou non. Bah, si elle est là, elle passe par un VCL Lit, où tu peux faire des traitements ce que tu veux, un VCL délivré, et c'est bon. Donc, ça, il est caché. On s'en fout. S'il n'est pas caché, passe. C'est là, il va faire un pass et après il va appeler le backend. Et dans le backend, ici il va chercher c'est quoi le backend, parce qu'en Varnish on peut avoir plusieurs backends en même temps. Hein. On peut avoir un backend 1, 2, 3 et ça dépend comment on va taper. Est-ce qu'on va taper sur le premier ou le deuxième ou le troisième? C'est un peu le rôle de load balancer, là, tu vois. Et là, une fois qu'il appelle le backend, il lire le headers de ce qu'il reçoit du backend. Et là, ça dépend. S'il y a une erreur côté backend, donc il va exécuter une fonction VLC backend erreur, il y a un problème, donc c'est pas normal. Soit il va intercepter la réponse et voir est-ce qu'il est cachable ou non. Parce qu'on va le cacher, franchement non. S'il est cachable, donc il le cache, sinon il ne le cache pas, il s'en fout. Et après elle va faire un delivery. Tu se bases sur quoi pour savoir s'il est cachable ou pas? Ça va arriver. Ça c'est dans le VCL. Parfois, il fait un miss. Ça veut dire il a trouvé le cache, mais c'est pas bon. Il y a un problème. Donc ça c'est miss. Ou plutôt c'est passe. En fait, on peut faire soit passe ça veut dire qu'il a le cache, mais il a passé, il n'a pas trouvé. Et miss, il a trouvé le cache, mais c'est pas correct. Donc il y a un problème. Il fait le même traitement. Exactement, toujours le même traitement. Par contre, tu as toujours un contrôle, un super contrôle sur tout le flux là. Si le cache il est là, s'il n'est pas là, bah voilà, tu as tous les états. Bah, tu peux, si tu n'as pas plus besoin de cache, tu peux le perdre si tu veux, introduire directement. Et ça, c'est le pipe par exemple. Tu as des trucs qu'il ne faut pas être passé par Varnish carrément. Tu fais un pipe. Et sinon, si tu as plusieurs requêtes en même temps et le serveur est busy, tu as toujours un cycle d'attente. S'il est busy, donc il wait et il revient. Tout simplement. Bah, ça, c'est les machines états. Et ça, comment on l'implante? Alors, ça c'est pour VCL 4, votre net. On commence d'abord par définir notre backend. Ça, c'est le fichier VCL de Carrefour, dans l'ancien projet. Donc, c'est un cas après. Donc, on a un backend qui s'appelle Symfony 01, qui est sur le localhost, qui est sur le port 80. Donc, notre serveur elle est sur le port 80, notre Apache elle est sur le port 80. On peut accepter sans connexion à la fois. Et là, ça, c'est le plus important en fait, c'est que Varnish, pour savoir est-ce que vraiment le backend il est là ou non. C'est une fonction de vérif. Ça veut dire s'il n'y est pas, Varnish il va automatiquement retourner 500 directement. Sans trop chercher dans le cache, tout ça. Ça, cette fonction-là, elle est là. Normalement, elle est Symfony checkpoint. C'est une URL bête. Il y a un intervalle, il y a un timeout, et un go et tout ça.
Donc juste une chaîne check, à chaque fois elle va checker est-ce que vraiment le serveur il est apte ou non. L'URL elle est vide ou il y a une fonction derrière? L'URL qui va checker. C'est une fois, c'est une URL. Une URL pour N'importe quelle URL. URL. N'importe quelle URL si tu veux. Le fait que l'URL soit toujours disponible. Parce que s'il ne trouve pas l'URL, il est mort directement. Il arrête tout et tu auras directement 500. D'accord, c'est à définir quoi. Bah ici, tu mets le. Si tu veux faire un purge, tu mets qui peut faire. Ce sont les IP qui peuvent faire des vider le cache directement de Varnish. Ici. Purge, ça veut dire quoi en fait? Tu vides les caches? Tu vides Tout le cache. tu casses tout. De la requête ou toutes les requêtes? Tout, c'est un purge. Tu fais un flash. Sans laisser rien. Qui fait l'appel en fait du purge? Bah si tu es en localhost, L'admin. t'as un commande qui s'appelle Varnish SMD. Ah d'accord, ok. Donc il accepte le purge que localhost et Oui, son- bien sûr. Ah, C'est ici d'accord, que ok. Les URL qui les peuvent URL faire le peuvent faire purge. ça. D'accord, ok. Bah maintenant, on va voir, vous avez déjà vu la partie machine AITA, ici. Premier truc, c'était quoi? C'est lié. Ok. Alors, imaginons qu'on a, ici on n'a qu'une seule machine, c'est un Symfony backend. Mais là, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est de définir tous les backends. Et définir comment on va traiter les backends. Ici, vous connaissez la Oui, round round robin, c'est comment elle va prendre, choisir le backend selon l'algorithme round robin. Tu as plusieurs backends, il n'y a qu'un seul. Et ça, c'est des fonctions prédéfinies? Oui, toutes les fonctions prédéfinies. Ça, le directeur pour un round robin, il est défini. Ça, c'est un new Symfony backend. T'en fous, tout ça, c'est un nom. Ça, elle prend une fonction par défaut, qui est le directeur. Si vous allez un peu en arrière, elle est là. Tu fais un import. D'accord, C'est bête. Et ça, c'est STD, on va voir ce qu'il va faire après. Et après, juste, tu ajoutes les backends. Add backend, puisque c'est une variable, tu fais un point add, c'est tout. Tu vas ajouter tout le backend. Ici, il n'y a qu'un seul backend. Tu peux ajouter 3, 4, 5, à condition qu'il soit présenté ici. Alors, maintenant, on commence la routine. Comment la requête va être exécutée. Donc, premier, si vous avez vu dans le machine état, la première fonction, c'est VCL receive. Donc, c'est là que la requête entre. Elle s'appelle requête, c'est REQ. Par exemple, ici dans notre méthode, si la requête est une get et une autre requête c'est un health check, tu fais un synchrone, donc c'est bon. Tu retournes que c'est un sync, donc c'est un job, donc tout est bon. C'est une réponse de son. En fait, c'est ici que lorsque tu veux checker le Symfony directement de l'extérieur, ou le site de l'extérieur, tu vas faire un health check par exemple, tu vas voir que le site marche. Pas de problème. Et là, il ne fait rien. Donc il cache, rien. Il fait juste un petit pipe. Par contre, ici, et après, si c'est pas get, et c'est pas head, il passe. Et si on fait dans notre système avant, tous les méthodes post ne sont pas cachés. Et c'est normal. En fait, si vous avez un formulaire à envoyer, un truc envoyé par poste, normalement on ne devrait pas le cacher. C'est pour ça qu'elle va retourner un pass. En fait, les états que vous avez fait, hit, pass, fetch, etc., ce sont des états à retourner. Comme ça, tu peux contrôler où tu vas avoir. Là, ça, c'est un petit problématique. On va dire après pourquoi elle a fait ça. En fait, il y a un runtime.js. C'est un fichier très important. Je peux expliquer pourquoi elle a fait ça. Il va faire un pass. Quoi d'autre? En plus, s'il est authentifié, il va faire un pass. Ici, normalement, le cache, il est utilisé comment tu es connecté. À l'époque, maintenant, c'est plus le cas. Bah, comment il va cacher? Donc, Tu peux envoyer sinon, même juste sinon, ici, s'il n'est pas authentifié, pourquoi il ne cache pas là? En fait, c'est une manière, après, comment on a utilisé le site. Si l'utilisateur est identifié, on ne cache pas. Parce que sinon, tu es caché, tu vas avoir pas mal de problèmes de synchronisation, tu n'as pas le prix. Donc, Varnish les status, ne sauvegarde pas l'état. Oui, c'est ça.
puisque tu es déconnecté, donc c'est pas grave, et la plupart des gens sont déconnectés, donc c'est là où le trafic il est un peu gênant. Mais normalement, avec la nouvelle truc qu'on a fait, c'est... En fait, on n'a plus besoin de ça, c'est un truc c'est comme ça, c'est un Runtime.js. On va expliquer ça après. C'est ça un peu le problématique avec le cache. Ouais, sinon, elle fait un hash. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Ça dit qu'elle va cacher. Mais comment elle va cacher? Tout simplement, c'est une fonction qui s'appelle SCLH. Bah, elle cache par rapport à l'URL. Donc, c'est une fonction accumulative qui prend plusieurs paramètres. Donc, il fait le cache par rapport à l'URL. Il fait le cache par rapport à un cookie, ce qu'on appelle store. Ça, normalement, on a plusieurs stores dans Carrefour. Donc, il cache par rapport à l'URL et le store. Tout simplement. Et quoi d'autre? Et c'est tout. C'est ça. Ces deux-là sont... c'est cette manière-là où on est en train de trouver le cache et de cacher. Et après, il va faire un lookup. Lookup, c'est il va chercher dans le domaine des caches où est-ce qu'on a ces deux paramètres, ces deux trucs qui sont exacts. Si on a ces deux-là, donc c'est bon, on a l'information. Sinon, on va appeler le backend. Dans le cas, on n'a pas trouvé le cache. Donc, il va passer automatiquement par le backend response. Ici, dans le backend response, ce qui est utilisé, on utilise ce qu'on appelle les caches contrôleurs. Je ne sais pas si vous connaissez les caches contrôleurs. Ce sont des headers qui sont envoyés par le client ou envoyés par le serveur pour contrôler le cache. Ici, dans le cas où notre cache contrôleur est privé ou pas caché ou no stop, on va dire que notre cache s'expire. C'est expirer le cache ici. C'est le b-response.tl égale à 0. Donc c'est comme si on a fait c'est comme les sessions. Parce qu'on veut expirer les sessions, on met le time life de session 0. Et le qui n'est pas cacheable. Et après on fait le delivery. Donc on est fini. On envoie le delivery automatiquement. Pareil ici pour le runtime. On fait, si tu reçois une réponse de runtime.js, tu ne le caches pas. C'est clair? Ici, c'est une manière de sécurité. En fait, ce que l'on est en train de faire, c'est d'effacer toutes sortes de coquilles ou de trucs, de coquilles ou des headers qui sont ajoutés dans les images pour ne pas avoir des problèmes de fixation de session et tout ça. Et là, elle vérifie si on a des arrêts des images ou tous les autres fichiers. On va tout simplement elle va insérer cette coquille. Comme ça, il n'aura pas de problème. Automatiquement, tous les coquilles qui existent dans ces URL-là vont être supprimés. Ça, c'est un truc de sécurité. Si on n'a pas de cache contrôleur, il va automatiquement cacher. Non, elle prend les été, elle prend 30 jours, donc on cache à 30 jours. Plus la duration de... Comme ça, elle met à jour toujours duration. C'est l'âge de parce qu'on peut avoir de l'âge. Tu sais, dans le cache contrôleur, on peut envoyer l'âge. On veut dire, je veux qu'elle reste pendant, j'en sais pas quoi, 3 jours ou 4 jours. Comme ça, on est en train d'ajouter ça. Et il dit que le max age, comme ça, il met toujours le max age. Ici, il contrôle toujours le max age de la requête. C'est toujours, il ne peut pas dépasser, je ne sais pas quoi, c'est combien ça, c'est 30 jours ou combien. Il faut calculer. Il n'y a que ça. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Ici, il check, est-ce que notre objet il est caché ou non? Puisque l'état est supérieur à 0, donc il est caché. Donc, puisqu'il est caché, il va augmenter ça de 6 heures. Bon, à chaque fois il est caché, donc puisqu'il est toujours caché, donc on augmente ça à plus de 6 heures. C'est un peu la routine, c'est que tu prends le cache, tu le remets. Ça veut dire si tu as un truc nouveau qui est caché, donc tu le caches. Si tu as un truc qui est ancien, tu veux le cacher de plus. C'est un peu comme ça. Et là, il définit la manière comment il va enregistrer les caches. C'est en RAM. C'est plus rapide. Je pense que c'est pas une bonne idée mais de cacher chaque fois comme ça. C'est quoi l'utilité du cache après? C'est-à-dire si à chaque fois toi tu rafraîchis le cache. Non, tu réfléchis pas. Si tu réfléchis, c'est parce que parce l'élément il est expiré, ça y est. Tu étais égal à 0, toi tu... En fait, comme si tu caches du nouveau le même élément.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, c'est exactement. Puisque tu n'as pas fait de traitement, donc tu le caches. Ça, c'est le request. Hein. En fait, Par exemple, si moi j'ai. En fait, c'est le request. C'est le request, il est appelé par le backend. C'est l'arrive arrive par le backend. En fait, ça, c'est pas trop bon parce que normalement, on ne devrait pas passer par ça. Parce que si elle est passée le cache, normalement, on ne devrait pas entrer ici. Mais là, elle est en train de faire des trucs parce qu'elle fait pas mal de traitements en haut. Que peut-être, elle a dit, aggress for a cacheable object in case of for. On ne sait pas, est-ce que parfois, peut-être qu'ils ont des problèmes dans le cache, qu'ils ont ajouté ça. Et ça, c'est normalement, logiquement, on ne devrait pas arriver ici. Parce que normalement, puisqu'il est arrivé ici, donc il a appelé le backend. Puisqu'il appelle le backend, il a un cache, il a un données fraîche. Peut-être ici, ils ont eu un problème, ou un edge keys, quelque part. Ils ont mis ça. Ça, c'est pour le RAM. Et après, il va faire un delivery, tout simplement. On va essayer plus loin. Alors, dans le delivery, ça c'est un petit bon, ça existe partout dans les fichiers de VCL à peu près. C'est pour dire qu'il y a un varnish. Il ajoute un header qui s'appelle Xvarnish. Donc s'il y a un hit, donc si elle met un hit, si elle passe, elle dit que c'est miss, donc elle n'a pas caché. Ça c'est un peu pour que le client voit est-ce que le fichier il est bien caché, est-ce qu'elle était cachée ou non, ou est-ce qu'elle vient du cache ou non, plutôt, est-ce qu'elle vient du cache ou non. Ça c'est hit miss. Et ça est-ce qu'elle est. Hit, ça veut dire vient du cache. Un miss, ça veut dire qu'il a missé. Bon. Les hits, ça veut dire qu'il a trouvé le cache, donc c'est bon. Miss, donc il a cherché dans le cache, mais il n'a pas trouvé. Tu vois. Et là, si elle passe, donc elle n'a pas caché. Donc c'est un truc fraîche, c'est un truc qui ne passe pas par varnish carrément. On dirait un log en fait. C'est comme si on va loguer l'état oui, c'est ça. de retour. C'est un petit log pour voir ça en front. Ouais. Bah, c'est comme ça. Par contre, ici, il y a un grand problème. On est en train de cacher. On cache On tout. va revenir déjà au truc de runtime. Oui, J'ai c'est toujours ça. pas compris pourquoi on stocke là. Oui, c'est ça. Je suis en train de... Ici, on a un grand problème. Nous, le runtime. Je pense qu'il est là. Voilà. C'est où? Voilà, do not cache, c'est à droite. Ouais. Ça, on a un grand problème avec les caches. Bah, le problème avec les caches, que vous aurez fichier statique à la fin. C'est comme si tu n'as rien fait. Donc, il n'y a pas de backend. Bah, imaginons qu'on est un utilisateur connecté, ou qu'on a un truc qu'on ne devrait pas le cacher. Et ça, c'est pour ça un varnish, il est un peu dangereux, parce que peut-être un jour, vous voulez cacher un truc, ou vous utilisez une manipulation un peu fausse, vous pouvez même cacher la session. Ou vous vous trouvez avec que tout le monde en train de se connecter avec le même compte. Et c'est arrivé à Carrefour, en fait. Ça, c'est très simple, il faut juste... Franchement, c'est un peu délicat pour choisir les éléments de cache. Et c'est là, c'est le plus important. Mais, franchement, si on peut... Parce que tout est caché, il y a des éléments qu'il ne faut pas cacher. Donc, pour faire ça, ici, ils ont proposé comme un contournement ce qu'on appelle le runtime.js. Le runtime.js ne passe pas par le cache. C'est une fichier JS que je génère à chaque fois, à chaque requête. C'est un peu lourd, mais on n'a pas le choix. Il y a des éléments que doit changer à chaque fois. Et sur le runtime.js, tu as trouvé tout le code compilé et qui est à jour au backend. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il trouve un runtime.js, il fait un pass, sans réfléchir. C'est ça. Il y a une autre solution. Quoi exactement? Pardon, on stocke quoi exactement dans runtime.js? En fait, ce qu'il a fait, tu sais, par exemple, tu as un truc qui change. Imaginons. Les données de la session, par exemple. Pas exactement. Imagine que tu as un truc qui change tout le temps. J'en sais pas, un compte, un login, un état de login. Tu changes à chaque fois. Alors, au lieu de... tu ne peux pas le cacher. C'est quoi les autres solutions? Soit tu fais un fichier de mapping qui est JS, soit tu fais des web services qui bypassent Varnish, ce qu'on a aujourd'hui dans le nouveau site. Soit elle est un autre élément. Tu peux blacklister les URL de login, d'authentification. Ok, si tu blacklistes les URL de login, c'est ça, tu fais des web services. Parce que ici, ce qu'on va voir, soit tu caches tout, soit tu caches rien. Je cache les URL seulement. Soit tu caches, franchement, si tu caches l'URL, tu vas cacher toute la page. Ouais. Tu vas rien rater.
soit tu caches tout, soit tu caches rien, franchement, t'as rien. Et c'est ça le problème, parce que c'est ça le problème, le grand souci avec les caches. Tu dois contrôler ce que tu vas cacher. Et surtout c'est le temps qui compte, parce que ce que tu vas cacher, ça pour une journée, pour une demi-heure, ça dépend. Et ça, c'est purement expérimental, parce qu'il n'y a pas de théorie. Et ça dépend, peut-être aujourd'hui, tu veux dire, on va cacher pour 3 heures. Et demain, j'ai pas trop de trafic, bon, j'en sais pas, il faut cacher plus, je sais pas 6 heures. Ou ça change pas, ça dépend de la donnée, comment elle était traitée et comment on va faire. Bah, c'est parmi les solutions, ce sont d'utiliser une fichier JS qui bypass Varnish, ou d'utiliser des web services, comme ce qu'on a aujourd'hui dans Carrefour par exemple. Là tu fais une URL, ce qu'on appelle API, ce que chez nous, une URL API qui termine par API, tout ce qui est par API sont bypassés par Varnish. Tu n'as pas besoin de cacher. Une autre méthode qui s'appelle, je ne sais pas, est-ce que vous le connaissez ou non, le Edge Site Include. Vous avez entendu parler de ça? Vous connaissez? Non. Ça, c'est un truc. On ne peut pas dire génial, ça dépend, c'est un arme à double tranche. Le truc fort avec le Edge Site Include, vous découpez le page en des blocs. Chaque bloc a un simple URL. Tout simplement. C'est un peu comme ça. Et là, hop. Donc tu découpes le page. Imaginons qu'on a un truc, la partie haut qui dépend du username ou du user, et la partie qui est tout le temps cachée. Ça, c'est une balise USI, avec une URL qui pointe vers le contrôleur ou l'URL qui va rendre ça. Et ça, la partie cachée. Dans Varnish, on peut lui dire que la première partie, le S partie qui commence avec un nom A ou B, doit être caché pour 0. Et ça doit être caché pour 3 jours. Et comme ça, on contrôle. Imaginons qu'on a un plus de blocs, par exemple, je sais pas, on a 10 blocs ou 15 blocs. À chaque fois, vous déterminez quels sont les blocs quelles ont les dates à faire, quelles ont exactement le durée à utiliser pour chaque bloc. Mais ça, c'est un petit problème. Attention, parce que en utilisant le SCI, tu vas automatiquement, avant c'était toujours tu vas appeler qu'une seule page. Mais avec ça, chaque bloc va être appelé à part. Donc au lieu de faire un seul appel, tu vas avoir des appels. Ou 15 appels. Et c'est Varnish qui va le faire en arrière. Mais qu'est-ce qui est stocké? C'est l'article ou c'est l'article? Ça dépend. Ici, par exemple, dans notre cas, l'article est toujours caché, donc elle ne va pas faire l'appel. Donc il va revenir directement cacher l'article. Et ça, elle va appeler le backend pour avoir le parti en haut là. Content. Imaginons si on a plusieurs blocs, et par exemple, je veux que ici le bloc il va cacher pour 3 jours, et ça caché pour 2 jours, et si on peut le cacher pour une seule journée, on peut le faire. Mais il faut toujours faire attention parce que lorsque tous les cas sont expirés, il va faire plusieurs appels. C'est pas qu'un seul appel là. Parce que chaque bloc a une URL. Donc il faut vraiment faire attention, sinon tu vas casser le perf. C'est pour ça que c'est un arme à double tranche là. Et derrière, combien de fois tu mets à jour ton cache? C'est cache par bloc. Il devient du cache par bloc. C'est-à-dire ça, c'est une URL. Donc Varnish va appeler ça pour avoir le cache. Après il va appeler ça pour avoir le cache. Une fois il est caché, donc c'est bon. Et c'est lui qui va reconstruire toute la page. Puisque ce sont des blocs. Vous voyez? Ce sont juste des blocs. Juste pour répondre à ces questions, oui, je pense que Varnish travaille avec un système de job, de cran qui tourne tout le temps. C'est pas ça en fait. Ça c'est à chaque appel en fait, à chaque requête. J'essaie de projeter ça sur un cas concret. Genre je m'imagine sur une page. On a un cas concret. Je ne sais pas ce que vous connaissez un site avec cas concret. Je ne sais pas si je connais un site tunisien. C'est le radio Jawal FM par exemple. Je ne sais pas ce que vous connaissez. Mosaïque FM, c'est pas Mosaïque, c'est... Peu importe, restons sur Bateau, je ne sais pas. Prends Facebook, prends un autre truc connu. Restons sur cet exemple. On a la partie header qui envoie les informations de l'utilisateur. Oui. Peut-être avec un nombre d'articles dans un panier. Oui, exactement. Et à l'intérieur, on a prix, quantité. Oui, qui est caché. Et on est... Ça soi-disant, c'est le magasin c'est la page d'un magazine. Oui. Okay. Ok. Et que derrière, il y a
d'un marchand et que derrière il y a des clients peut-être qui sont en train d'acheter, faire machin. Donc lui, il est censé avoir, je sais pas, un chiffre d'affaires qui augmente avec des variations de quantité de, je sais pas, des prix. Ça veut dire qu'il ne sera pas caché. Et que le trafic à un moment donné, tous les clients, ils accèdent à la page des articles et qu'en fait ça pose problème d'aller, de récupérer les données en temps réel. Exactement. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on le trafic, qu'est-ce qu'il stocke dans le cache? Puisque l'article ne change pas. D'accord. On peut venir, on peut dire pour un durée X. Donc, premier appel, il va appeler ça, indépendamment, et c'est de l'article. D'accord. On reçoit deux requêtes, deux responses. C'est deux responses. Le premier va être là, le deuxième va être caché. Varnish, il reconstruit la page, il envoie ça comme une seule page. Vous voyez? Deuxième appel va venir, ça c'est pas caché, donc il va rechercher le truc, il revient avec un response, ça il est caché, il fait rien, il reconstruit la page, il renvoie ça au client. C'est exactement ça. Mais quand du coup le cache il va... Quand est-ce qu'il met à jour le cache? De celui-là? Ouais. Ça il a déjà... Quand il est expiré. Quand il va expirer. Si tu as mis une journée... journée... c'est juste une histoire de temporiser en fait la réponse, c'est ça. Histoire de préparer... Oui, c'est ça. En fait, non, tu peux définir en fait la durée du cache. Par exemple, tu dis, pour l'article, moi je change mon article tous les jours. Donc là, je peux le cacher une journée, 24 heures. Après 24 heures, là, il va chercher en fait les... Bien sûr, tu peux faire des jobs en arrière pour vider le cache, tu peux faire des jobs en arrière pour vider un certain cas de cache, si tu veux. Tu peux soit faire un cache total, soit tu peux fêter un certain nombre de caches en utilisant des URL pour pousser à vider pas mal de sections, je ne sais pas. Il y a plein de possibilités. Mais avec les C, c'est ça. Franchement, c'est de découper la page en plusieurs sections. Comme ça, chaque section, c'est comme si chaque section, c'est une URL finalement. C'est comme ça que tu construis la page à partir de plusieurs URL. Mais il faut toujours que tu en compte parce que si tu as plusieurs URL et le cache n'est pas cohérent et il s'expire tout en même temps, tu auras plein de problèmes en arrière. Ça va affecter le perf. Une question en fait, est-ce que par défaut, les requêtes GET sont cachées ou pas? Par défaut. Qu'est-ce que ça veut dire par défaut? Ça dépend comment tu as fait le VLC. Le VCL par défaut, les GET sont tous cachés. Ah d'accord, ok. Donc, par défaut, ils sont tous cachés. Si tu prends le fichier par défaut que tu envoies par Varnish, le GET et toutes les GET sont cachées. D'accord. Par contre, tu peux regarder ça ici. Je ne sais pas, est-ce que tu as remarqué ça ou non? Avec le cache control, je peux non? Oui. C'est ici, get. En fait, si tu as remarqué ici, si tu as un poste, non, ça c'est bon, oui. Sinon, automatiquement, il cache. Tous les get avant, il cache. Tout ce qu'on a comme get. Et si je veux qu'une requête ne soit pas cachée, je fais comment? Deux choses. Soit tu le whitelist ici. Ici, c'est où? Où tu veux. Requête.url, comme celui-là. Tu whitelist ce que tu veux. Comme ça, tu veux dire à Varnish, si tu as un URL de type, comme je ne sais pas comme ça, tu le passes. C'est bon. C'est comme le runtime.js, ça c'est une URL. Hein. Je peux mettre le cache control à 0. Ça va fonctionner. Tu vas mettre ça où? Question. Dans la réponse. Dans les headers. Dans la réponse. Donc, une fois qu'il reçoit la réponse, c'est ça. Quand tu reçois la réponse, c'est ici que tu vas définir. Parce que si tu as un cache contrôleur, tu peux prendre ça en considération. Ah voilà, je mets non cache. Tu peux prendre ça, parce que c'est lui qui l'a pris. Il a pris ça en considération. Et si tu enlèves ça, il ne va pas prendre en considération. Tu vois? Si tu enlèves ça, oui, je peux rajouter une fonction en fait pour dire si j'envoie no cache dans mes requêtes get, tu le casses. Il ne sera pas caché. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Donc là, je peux contrôler en fait ce que je veux cacher ou non. En plus, dans Symfony, il y a un bundle qui s'appelle FOS Cache qui permet de faire ça. D'accord. Donc là, si je veux pas cacher, il faut mettre no cache, sinon ça sera caché par défaut. Ça dépend comment VCL est configuré. Non, si j'ai pris le truc par défaut, tu vois. Le truc par défaut, ça dépend parce que par défaut, ça n'existe pas. Il faut que tu configures, tu touches un peu au VCL.
parce que c'est un peu générique dans le logiciel. Il utilise le nom standard, comme tu as dit, le cache, tout ça, les caches contrôleurs. Mais normalement, ça sera plus simple de voir. Si tu vois dans le fichier, il est en train de prendre en considération ces headers-là, donc c'est bon. D'accord. Tu peux même ajouter des headers, si tu veux. Tu peux ajouter ce que tu veux. Tu peux même tirer, tu peux même prendre la réponse et tu casses ce que tu veux. Tu as la réponse, donc tu peux faire ce que tu veux. Mais juste pour revenir sur les blocs ESI, c'est ça? Oui, ESI. Ça inclut. Pour revenir sur les blocs, Ouais. là tu nous as dit que tu caches toute la page. Alors que moi je pense qu'il cache seulement le bloc concerné en fait. C'est-à-dire là ça ne retourne pas le contenu de Varnish ne va pas stocker l'état de sa page. Il va cacher que les blocs. Oui, c'est ça, c'est avec SI. C'est pour ça que j'ai dit le premier temps que dans l'ancien exemple, il cache tout. Soit il cache tout, soit il cache rien. Et avec le SI, tu peux faire par bloc. C'est-à-dire dans ce cas-là, par exemple, on peut tomber sur un exemple où toute la page elle va se charger, sauf un tel bloc qui va, non, mais c'est lui c'est lui qui va faire le traitement. En fait, pour toi, pour le client, c'est toujours une seule page. Mais c'est Varnish qui va appeler ça. Et s'il n'est pas caché, il va appeler le deuxième. Il reconstruit la page, il envoie ça au client. Donc finalement, tu vas juste attendre. Imagine le client rafraîchit par exemple la page. Ouais. Et à ce moment-là, on a un bloc qui est expiré en fait. Oui, mais c'est normal. Tu reçois un requête ici, tout simplement. Bah, il va trouver ça, il doit chercher ça. Donc il va lancer une requête. Varnish, il va lancer une requête au backend. Je pense même Facebook, ils ont ce problème-là aujourd'hui. Par exemple, parfois tu tombes sur, tu veux voir par exemple les commentaires là, tu vois, des publications. Oui, c'est normal. Et là, tu vois, ça prend un peu de temps, tu vois. Oui, c'est normal. Je pense à ce moment-là, il est en train de consulter donc les données cachées. C'est impossible. Non, c'est impossible. Ça, c'est autre chose. C'est pas fluide. Hein. C'est pas fluide. C'est pas fluide, ça, c'est autre histoire. Parce que Facebook, dans le partie de commentaires, c'est un appel Ajax. Et l'Ajax, ça prend un peu de temps pour réfléchir. Et c'est pas dur. C'est envoyer je ne sais pas comment on utilise, je pense. Composant. Soit utilise le WebSocket, soit utilise le protocole push. Ça dépend. C'est quoi les protocoles en arrière. Mais là, si tu veux comprendre en fait le principe, c'est pas au niveau de l'affichage. Ça reste transparent. Mais c'est plutôt la gestion de la distribution de la charge du serveur. Quand tu as plusieurs. Au niveau affichage, non, ça pas que l'affichage. Ici, on est en train de parler des balises HTML. Mais soit tu reçois. Si ça agit sur les balises HTML. Et soit tu reçois rien. Si tu es en train d'attendre. Tu vas envoyer. Pour toi, tu n'as qu'un seul bac pour toi. Tu ne vas pas Varnish. Et Varnish, qu'est-ce qu'il va faire? C'est en arrière. Il va requêter ça. Parce que tu n'as envoyé qu'un seul. Et s'il peut envoyer deux, imagine, un seul requête peut te transformer en deux. Si ça n'est pas caché. Mais jamais je ferai ça, le SI, jamais. Non, c'est une solution. Mais imaginons qu'on a des blocs qu'il ne faut pas cacher de même façon. Ça, c'est intéressant aussi. Imaginons que ça, il faut cacher pour une journée, ça pour 2 journées, ça pour 5 journées, et ça, il ne bouge jamais pour 1000 ans. Tout simplement, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. C'est quoi le max de cache? L'infini. Je pense que c'est une année. L'infini. C'est une année. On m'a posé des questions. Ah non, c'est une année. Max une année. Donc tu poses la question et tu connais déjà la réponse. Question piège. Des caches, c'est question rhétorique. Exactement. Ça dépend. Je lui ai dit, si tu casses dans une mémoire volatile, ça sert à rien. En fait, ce qu'on a dans Redis, par exemple, dans CG Carrefour, on a des caches qui sont infinies. Ça, c'est pas un cache serveur. Ça, c'est cache applicatif. Ouais. Voilà, là, on parle de cache serveur. Ben, ça dépend. Tu m'as dit C'est pour une tous les année. caches. Non, là, je parle de Varnish, là. Bien sûr que c'est pour un année. Après, tu peux faire Bien sûr. un autre truc. C'est une année. la question. Non, parce que moi, je pense que ça pour le browser, je pense. J'en sais pas. Le max age. Faut que tu payes chaque année l'abonnement, la licence pour que tes données soient cachées. C'est logique. Non, ça tu peux l'installer sur ta machine, mais si tu as besoin de Varnish Plus, c'est payant. Ouais, c'est un. Comment là? C'est un SaaS. C'est un service à part. Tu as accès, t'as pas besoin d'un page, donc si on redescend automatiquement entre applications Varnish, c'est plus rapide là. Parce que là, imaginons avec Varnish, tu as besoin de passer par l'application, par le serveur web.
Parce que Varnish, je ne connais pas comment exécuter Java en arrière et tout ça. Donc il a besoin d'un serveur à part. J'ai une question en fait. Est-ce que Redis peut être une alternative pour Varnish? Non, c'est rien à voir. Redis, hein? C'est rien à voir. Tu peux cacher les données dans Varnish. Oui, mais c'est toi qui contrôles tout. Tu casses les données. Et pas une page web. Même dans Varnish, je peux cacher les données. Non, ce sont des pages. Cache une réponse. Une réponse d'une requête. Toi, tu as un request et une réponse. C'est tout. Par contre, tu peux faire un truc, mais c'est comme si tu vas inventer le roue. Tu casses les réponses dans Redis. Mais c'est à toi de faire tout. Hein. Dash, comment tu vas faire, comment tu vas exécuter, tout ça. Et si tu as le temps, tu peux le faire. Ok. Pas de questions? Mis à part Varnish, il y a d'autres produits dans le marché. Et Linux. C'est quoi? Mis à part Varnish. Est-ce qu'il y a des concurrents, des autres? Je pense. Reverse Proxy. Je pense qu'il y a. Là, on a Reverse Proxy, c'est Atos. Ce sont des Reverse Proxy. Mais pour Système de cache qui système ressemble de à Varnish. Je pense IBM, il a un truc. Je sais pas, je suis pas sûr. Je pense IBM, il a un truc, il est entier pour ça. Skid. Ah, il y a AWS, ils ont un truc aussi. Et AWS, ils ont un Varnish en plus, je pense. Ils ont même le service Varnish. La Squid, c'est un reverse proxy non payant aussi. Ouais. Gratos. C'est bon. On n'a pas vu le thank you là. Ah oui, c'est Varnish, ça.